Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en cette nouvelle année pour notre rendez-vous mensuel donc, du mois de janvier et on a choisi d'aborder avec vous pour ce premier rendez-vous la question chinoise. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Alors on a choisi d'évoquer, je le disais à l'instant, la question chinoise. La Chine prend de plus en plus de place au niveau international cette montée en puissance, cette hégémonie naissante, elle pousse même la Banque mondiale à émettre des projections. Il est question pour la Chine en tout cas de dépasser les États-Unis avant 2030 et devenir peut-être la première puissance économique mondiale. Comment est-ce que vous analysez cette montée? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut absolument, aujourd'hui, dans toutes nos considérations géopolitiques, économiques, voire culturelles également, tenir compte du rôle de la Chine. Contrairement à ce que peut dire la Banque mondiale sur des projections strictement économiques, la réalité concrète, économique, réelle aujourd'hui du monde, de l'endettement des États-Unis vis-à-vis de la Chine, du rôle crucial que la Chine joue sur le plan économique aujourd'hui, sur le plan même des services, fait en sorte que c'est la puissance, la première puissance mondiale aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on nous dit en Occident, la Banque mondiale, c'est l'agent économique de l'idéologie américaine, de la puissance américaine. La réalité, c'est que les choses sont inversées. Les États-Unis ne doivent leur survie économique que parce que la Chine aide les États-Unis. C'est-à-dire que tout ce qui concerne aujourd'hui la réalité de l'endettement chinois, de ce que sont aujourd'hui les réalités pratiquement du soutien réel que la Chine offre aux États-Unis quant à son maintien, nous trompe sur la réalité du monde. Donc je pense qu'il faut que nous considérions sur ces différents angles de façon très structurée, très rationnelle, la Chine du point de vue économique, la Chine du point de vue de la géopolitique, la Chine du point de vue de ses relations internationales, voire également la Chine dans ce qui s'y passe, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux internes à la politique chinoise qu'il faut considérer. Est-ce que cette hégémonie naissante, elle comporte selon vous des risques qui sont déjà identifiés? Oui, il y a des risques parce que pendant longtemps, on nous a présenté, évidemment, je veux dire, on a eu des livres, je veux dire, anciennement, Malraux en avait parlé parmi ceux qui s'exprimaient en France. On a eu également une réflexion sur quand la Chine se réveillera. On a eu même, de ce point de vue, ce que d'autres démographes avaient mis en évidence, qui en avait parlé en France, c'est Emmanuel Todd. Par rapport à la Chine, ce qu'il faut aujourd'hui considérer, c'est le passage d'un ancien régime communiste strict, avec la figure, à partir de 1949, la figure de Mao, de ce que ça représentait. À l'époque, il y avait les 3 M, il y avait Marx, Mao et Marcus. Et puis le passage à une acceptation de l'économie de marché qui ne disait pas son nom, qui se présentait d'ailleurs comme une économie de marché qui était basée sur le confucianisme et qui était un double mensonge, c'est-à-dire qu'on a menti sur ce qu'était le confucianisme, on l'a rendu adaptable dans la référence culturelle à ce qu'était devenu le capitalisme, et puis le capitalisme qui était un capitalisme qui ne s'intéressait dans un premier temps qu'à la capacité à capitaliser les marchés à travers le monde. Et la Chine, depuis maintenant plus de 30 ans, c'est une véritable économie de marché avec un certain nombre de considérations qu'il faut mettre en évidence. C'est-à-dire que c'est un capitalisme qui dit la liberté du marché, mais pas forcément la liberté des citoyens, et surtout des systèmes de surveillance. Donc le capitalisme chinois aujourd'hui est énormément fondé sur un contrôle politique, une surveillance, et puis la possibilité de transformer les individus, les Chinois au premier rang, mais finalement ils l'ont compris sur le plan international, de pouvoir capitaliser sur la vente d'un savoir-faire, en exploitant sa population et en vendant à l'étranger, en devenant, pour tout ce qui concerne les services, aujourd'hui la première puissance productrice. Et de façon plus importante qu'encore, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que beaucoup des choses que l'on peut faire aux États-Unis ou en Europe
on s'aperçoit que la matière source, ce dont on a besoin pour pouvoir le faire, les premiers savoir-faire, on va les chercher en Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après la pandémie, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent en matière de matières premières ou en matière de savoir-faire, parce que c'est la Chine qui peut le faire. Alors on s'en est rendu compte dans un cas qui était tout à fait symbolique, ou emblématique plutôt. C'est celui des masques, où à un moment donné, il manquait de masques partout, puis finalement le premier producteur et qui a servi tout le monde, c'est la Chine. Et on s'est aperçu que ça, c'est assez emblématique de tout ce qui se passe sur plein de domaines, c'est-à-dire sur le plan des téléphones portables, sur le plan des matières premières, du coton, du textile. On se dit, mais ils sont quand même véritablement un chaînon essentiel dans toute la chaîne de production. Ajouté à cela, c'est la réalité de la sécurité et du contrôle. Donc, l'idée qu'on serait mieux avec le capitalisme chinois qu'avec le capitalisme américain, c'est une idée superficielle et dangereuse. Alors justement, vous évoquez à l'instant la question économique, la question donc de cette hégémonie en matière économique au niveau mondial. Et j'aimerais qu'on revienne sur un événement qui a marqué la rentrée au mois de septembre. Il y a eu une crise diplomatique majeure entre la France, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, avec comme enjeu principal, bien sûr, la présence dans la région Indo-Pacifique. Et pour revenir un petit peu sur les faits, la France devait vendre des sous-marins à l'Australie. L'Australie a renoncé à ce contrat au profit d'un contrat américain. Est-ce que vous pensez que la question chinoise marque particulièrement cet épisode? Est-ce que vous pensez que la Chine a un intérêt dans ce conflit? On sait que les États-Unis ont des grandes crispations avec la Chine actuellement. Est-ce qu'il y avait un intérêt chinois à voir ce contrat gâché? Il y a des intérêts chinois, mais pas directement par rapport à cette affaire, à mon avis, parce que en fait, c'est finalement ce qui est révélé par l'affaire dont vous parlez, c'est finalement les dissensions importantes dont tire profit la Chine dans tous les endroits du monde. Et quelles sont ces dissensions? C'est que les intérêts américains ne sont pas les intérêts européens. Et que les intérêts européens ne sont même pas clairs parce qu'en Europe, entre les pays européens, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc on a de ce point de vue, alors ce qui est immédiat dans cette réflexion sur l'Europe, c'est l'Angleterre qui sort de l'Europe pour des questions d'abord économiques et des questions d'indépendance, parce qu'elle est directement aussi liée, elle pense toujours, que ce qui va lui permettre de survivre dans l'alliance, dans sa sortie de l'Europe, c'est l'alliance avec les États-Unis. Donc on a un premier pôle, puis on a l'Europe. Et de ce point de vue, il y a la France qui a à voir avec l'Australie et qui espère dans la région pouvoir s'assurer un marché économique. Et puis finalement l'Australie qui fait marche arrière et qui change et qui va travailler avec l'autre axe, l'axe américain. Et de ce point de vue, on se rend compte que dans beaucoup de situations à travers le monde, ces dissensions de ce qu'on appelle l'Occident, encore une fois, c'est plus que la géographie, c'est l'Occident au sens de l'Occident économique, eh bien on s'aperçoit que ces dissensions, qui en tirent profit? Qui, de ce point de vue, avance dans tout ce qui était l'ancienne route de la soie? La Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire une route économique qui permet d'avoir accès directement à ses marchés, à son système de production par des relais. Elle le fait par différents biais. La réalité de l'Afrique, une présence chinoise extraordinaire, incroyable. Et donc, nous aujourd'hui, on se dit, ah ben c'est nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. Ça date depuis près d'un demi-siècle qu'ils sont présents aujourd'hui en Afrique et qu'ils posent leur présence avec une attitude totalement différente des deux anciennes puissances coloniales. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Britanniques et ce ne sont pas les Américains. Eux, les droits de l'homme, ils s'en moquent. Ils veulent le marché et ils veulent l'accord. Ils sont prêts à soutenir même la pire des dictatures. Ils s'en moquent. Je veux dire, même ceux qu'ils envoient, ce sont pour certains des condamnés à mort qui sauvent leur vie en Chine en allant travailler en Afrique. On n'est pas du tout dans un rapport droits de l'homme. Les droits de l'homme, eux, qu'est-ce qu'ils disent à l'Occident? Les droits de l'homme, c'est culturel. Ça vous regarde, vous, ça vient de chez vous. Ce que vous appelez la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Déclaration occidentale des droits de l'homme. Nous, notre culture dit autre chose. Donc là, vous avez une vraie question aussi culturelle qui, de ce point de vue, nous, on doit être très clair sur le fait que nous ne pouvons pas accepter ceci. Mais la réalité de l'Afrique, eh bien, de quoi tire-t-il parti
des dissensions qu'il y a entre la France et les États-Unis et les autres puissances américaines. Regardez ce qui s'est passé au nord du Mali dans toute l'opération où la France a appelé, disait-elle, l'Occident à venir la soutenir contre les terroristes. Il n'y a pas eu de réponse, ni allemande, ni des autres pays européens sur cette question-là. Donc des dissensions. Et pendant ce temps-là, sans coup faire rire, sans donner l'impression de se montrer, la Chine s'installe en Afrique. Elle s'installe et elle a dans toute la zone afghane. Nous, on pensait que c'était uniquement une question, les Russes contre les Américains en Afghanistan. Mais ce n'est pas vrai. Tout de suite à côté, il y a la Chine qui joue un rôle important dans le balance, le rapport de pouvoir qu'il y a dans toute la question ukrainienne, dans la question de Crimée. La Chine est présente. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans certaines de nos dissensions, ou des dissensions que nous voyons à partir de l'Occident, nous ne comprenons pas que ce qui est le signal de danger, c'est l'importance d'une présence chinoise qui ne passera pas par les armes, qui ne passera pas par la sécurité, mais qui passera par sa performance économique et son savoir-faire. Et de ce point de vue, ils ont gagné énormément de terrain dans les 30 dernières années. Alors justement, vous évoquiez à l'instant la question très importante des droits de l'homme qui occupe un peu l'espace médiatique depuis ces dernières semaines, puisque les Jeux Olympiques vont se jouer à Pékin en février prochain. Et un certain nombre de pays ont décidé de boycotter ces Jeux Olympiques pour marquer leur désapprobation quant à des atteintes justement aux droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que ce boycott, qui est certes symbolique de la part des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni également, et l'Union européenne aussi qui aborde pas mal la question sans pour autant prendre de position forte en ce moment. Est-ce que vous croyez que cette petite opération symbolique peut pousser la Chine à modifier sa façon de fonctionner? Non, et les Chinois le savent, parce que les Chinois le disent. Ils disent tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et ils ont raison. C'est-à-dire que, comme observateur, on peut se dire, oui, c'est bien, il y a des positions de principe. Il y a des positions de principe. Et la position de principe, c'est de dire nous n'allons pas officiellement nous présenter en Chine. Les sportifs qui ne font pas de politique, dit-on, parce que les sportifs ne font pas de politique, ils y vont, mais il n'y a pas de représentation officielle. Et tout à coup, on va utiliser la situation des Rohingyas, des Ouïghours dans la région. Et ça serait parce qu'ils ont des camps de concentration. Non mais on vient de naître, on apprend que le Xinjiang il est sous une politique de discrimination, mais déjà à l'époque de Mao, la réalité du Xinjiang et du potentiel pouvoir de mobilisation de plus de 20 millions qui sont concentrés de Chinois de confession musulmane, qui étaient en plus, qui pour la plupart d'entre eux sont turcophones, c'est-à-dire qu'ils sont liés, qu'ils ont la possibilité d'avoir une alliance ou une possibilité de faire lien sur le plan culturel et religieux avec des personnes et des entités, la Turquie et même toute la région asiatique. Mais les Chinois, ça n'est pas d'aujourd'hui cette discrimination. Elle ne date pas. Et tout à coup maintenant, parce que vous avez quelques députés européens qui se font les défenseurs de la cause des Ouïghours, c'est d'ailleurs intéressant qu'ils se font les défenseurs des causes de minorités que quand le pouvoir en place les gêne sur un autre plan. C'est-à-dire qu'on ne se fera pas les défenseurs des Palestiniens qui vivent exactement parce qu'on n'a pas d'autre intérêt que par rapport à Israël. Mais par rapport à la Chine, on fait aujourd'hui la même chose que ce qu'on a fait par rapport à la Russie. C'est-à-dire on utilise la minorité circonstanciellement et historiquement pour se donner le bon rôle de défendre les droits humains, alors qu'on s'en moque parce que sinon on l'aurait fait avant. Et pourquoi on se tait sur les Tibétains depuis plus longtemps? Pourquoi on ne dit rien? Mais c'est les Tibétains, ce qui est en train de se passer, c'est massacre, viol, emprisonnement, et rien, tout le monde se tait. C'est-à-dire que tout à coup, ce sont des causes qui sont des causes d'intérêt stratégique. Ce ne sont pas des causes de principe humain. Faire la différence entre les causes qu'on présente comme des droits humains mais qui sont d'intérêt stratégique et puis des vraies causes pour les droits humains. Celle-ci, elle est utilisée, ça n'aura pas d'impact sur la Chine et les Chinois le savent. Et d'ailleurs, ils s'en sont amusés. Ils sont très
pointus et sensibles sur les symboles. Donc c'est pour ça qu'ils réagissent comme ceci. Mais sur le plan des réalités économiques, ça ne va pas changer grand-chose. Mais pourquoi en fait ça ne change rien? Parce que tous ces pays qui nous présentent ce boycott officiel comme étant quelque chose de grand, en fait, ça n'est ni grand, ni cela n'a d'impact sur ce qui va continuer, c'est-à-dire des relations économiques qui vont continuer. Parce que tous ceux qui boycottent officiellement, ce que la Chine sait et qu'eux-mêmes savent, c'est qu'ils ont besoin de la Chine et de son marché. Donc tout le monde va se taire et va s'aligner. Donc tout ceci, c'est un peu de la mise en scène pour faire une pression sur la Chine, pour laisser entendre on peut encore avoir une influence, mais c'est un tout petit peu le dernier soubresaut de ceux qui hier avaient le pouvoir et qui sentent que le pouvoir leur échappe. Est-ce que poursuivre un dialogue diplomatique avec la Chine tout en dénonçant justement ces exactions, ces camps de concentration sur les Ouïghours, est-ce que c'est cautionner ces discriminations? Et je vous pose cette question parce que je la mets en perspective également avec le voyage d'Emmanuel Macron début décembre au Moyen-Orient, où il a rendu visite au prince héritier Mohammed Ben Salman, alors qu'il est mis en cause directement dans l'assassinat d'un journaliste dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul. Emmanuel Macron a été très critiqué justement pour cette visite. Il était accusé de réhabiliter le régime saoudien. Est-ce que vous voyez la même chose pour la Chine? Il y a des parallèles et puis il y a des différences. Des parallèles, commençons par les différences. Les différences, c'est que il faut que nous soyons réalistes. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, prendre une position de principe sur le plan des droits humains sans tenir compte des intérêts géostratégiques et économiques, personne ne le fera. On peut, nous, être assis ici à discuter, à faire une interview, à dire oui, il faut prendre ses positions. Ça ne se passera jamais comme ça. Il y aura toujours des relations diplomatiques et il faut que le soft power, c'est-à-dire tout ce qui est le dialogue, tout ce qui est la diplomatie, joue un rôle. On ne coupe pas, mais on peut et on doit avoir un certain nombre d'exigences. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas parce que la puissance chinoise est telle que finalement plus personne ne peut aller jusqu'au bout de cette position de principe. Aujourd'hui, la position qui est liée aux droits humains est une position qui est une position symbolique, c'est-à-dire c'est un jeu médiatique que l'Occident nous vend en nous disant mais nous sommes les garants des droits humains. Après, on pourrait faire la même chose et puis regarder ce qui se passe sur les droits humains dans toutes les réalités occidentales. Je veux dire, je pense que sur le traitement des prisonniers, les États-Unis n'ont rien n'a donné comme leçon aux Chinois par rapport à comment ils traitent leurs prisonniers, comment ils traitent les Noirs, comment ils traitent les gens dans les prisons, comment ils ont sous-traité à des compagnies privées le fait de s'occuper, d'exploiter les gens dans les prisons. Donc eux, ils le font, c'est légalisé. Et comme c'est légalisé, ce serait moins inhumain que ce que fait la Chine. Donc ce que fait la Chine de ce point de vue-là, c'est inhumain. Il faut aussi qu'on balaye devant notre porte. Mais la diplomatie est importante. L'autre, alors ça c'est le parallèle. Ce qui est différent quand même, c'est que la relation des Français et des Occidentaux avec un certain nombre de ces dictatures, c'est qu'on nous présente, c'est pas exactement comme ça qu'on nous présente les choses. On ne dit pas qu'on fait de la diplomatie. On nous dit le régime saoudien est notre allié contre le terrorisme. Et donc c'est normal qu'on lui vende des armes. Et Mohammed Ben Salman, c'est pas simplement le commanditaire de l'assassinat de Khashoggi en Turquie, mais lui c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, combien y a-t-il d'hommes et de femmes qui sont dans les prisons saoudiennes et dont personne ne parle et qui sont là-bas depuis 30 ans et qui sont pas... Et puis l'Arabie saoudite, elle est impliquée dans le massacre d'un peuple au Yémen. C'est le massacre d'un peuple. Donc on nous prend un événement médiatique de Khashoggi, oui, mais il n'a que le symbole du média, la réalité que vivent les opposants au régime saoudien, de ce que c'est que la corruption saoudienne aujourd'hui, de ce que c'est dans la région, de ces relations en sous-main avec Israël qui exploite ces relations-là et maltraite les Palestiniens, de tout ce qui est la réalité d'un pays qui promeut tout le contraire des droits humains et de la démocratie. Et on vient nous expliquer voilà notre allié contre un ennemi commun. Et donc c'est à partir de ce moment-là, il faut se rendre compte que qu'est-ce qu'a fait la Chine
quand elle a entendu l'Occident qui parlait de cette façon-là. Ils ont fait la même chose, ils ont compris le jeu médiatiquement. Il suffit de dire que ceux qui s'opposent à vous sont des terroristes pour vous donner le loisir de faire ce que vous voulez. Eh bien, tous les Ouïghours sont des terroristes, en fait. C'est l'islam terroriste, et donc on les rééduque. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en Occident? On fait la même chose, on a des terroristes au nord du Mali, on va les éduquer. On en a au Yémen, on va les éduquer à coups de bombe. Et comment on fait pour les éduquer? On sous-traite la vente des armes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les États-Unis, premier vendeur d'armes, puis ensuite la France, puis ensuite la Chine, les trois dont nous parlons aujourd'hui. Et donc ceux-ci, ce sont censés être les défenseurs des droits humains. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus humain dans la vente d'armes de la France à ces dictatures que la Chine? Aucun. C'est une seule chose qui compte, des intérêts, de l'argent. Alors justement, sur la question des Ouïghours, cet appel au boycott de certains États, justement, il faut rappeler que la France pénalise les appels au boycott qui visent justement les produits israéliens. Est-ce que vous identifiez d'autres ressorts qui pourraient être utilisés pour mettre pression sur la Chine et qui pourraient avoir une efficacité? Aujourd'hui, la question du boycott et des sanctions, c'est un appel qu'il faut prendre très très au sérieux. Encore une fois, il est très très relatif par rapport à la Chine. C'est extrêmement difficile. La puissance de pénétration des produits chinois dans notre quotidien, par les produits eux-mêmes ou par la sous-traitance, devient extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de boycotter le... Alors après, ce qu'on peut faire, c'est ce que l'on avait fait à l'époque par rapport à l'Afrique du Sud, ou par rapport justement au soutien d'Israël, c'est de prendre 2 ou 3 compagnies qui sont visibles et d'en faire un symbole, et au nom de ce symbole de pouvoir boycotter, parce que sinon ça commence à devenir difficile. Vous finissez par boycotter beaucoup de produits, et pour certains ça devient peu viable. Mais ce qu'il y a, c'est que pourquoi il faut prendre cette attitude au sérieux? Parce qu'elle a elle a deux impacts. Le premier impact, c'est un impact de conscience. C'est une prise de conscience. Attention, vous, en tant que citoyen, vous êtes responsable de ce que vous achetez. Vous ne pouvez pas penser que vous avez les mains propres quand vous achetez un produit sale. Et ce produit, il est sale. Pourquoi? Parce qu'il exploite. Parce qu'il provient de l'exploitation, du mensonge, de la maltraitance d'hommes. C'est audible, ça, aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est audible chez ceux qui l'entendent déjà. C'est ça le problème. C'est qu'on prêche à des convertis beaucoup plus qu'à des personnes du commun. Parce que les personnes du commun pensent que ces actions-là n'auront pas d'impact. Il faut qu'on se souvienne quand même que dans l'histoire, ce qui s'est passé en Afrique du Sud a eu un impact. Que le mouvement boycott, divest, c'est-à-dire désinvestir, et la sanction, même en Israël, elle a un impact. C'est tellement vrai que le gouvernement israélien est en train de faire tout ce qu'il peut sur le plan international pour laminer, pour enlever de la crédibilité à ce mouvement. Donc ça a un impact. Et on n'aurait pas, de ce point de vue-là, en France, une législation qui va à l'encontre du fait de ce boycott et de cette sanction. Donc ça a un impact. Donc il faut continuer à rendre les gens responsables. Et il faut se rendre compte de cela, parce que ça n'est pas uniquement sur des questions politiques. On s'est aperçu aussi qu'il y a des produits qui vont à l'encontre de l'écologie, à l'encontre du respect de la nature, et les gens commencent à avoir cette idée. Attention, vous êtes responsable de ce que vous achetez, de ce que vous consommez. Donc, même si l'impact apparent, économique et financier, peut être relatif, l'impact de conscience citoyenne, il faut l'entretenir. Et donc, il faut continuer à dire, attention, vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi. Et il faut faire attention à un certain nombre de ces produits que vous achetez. Alors bon, encore une fois, on peut le faire par rapport aux produits chinois. À mon sens, il faudrait le faire aussi par rapport à certaines multinationales qui aujourd'hui, dans le monde, sont très très problématiques. Moi, ça fait des années que je boycotte Coca-Cola pour 1001 raisons c'est une boisson dangereuse. Dangereux sur le plan symbolique, dangereux sur le plan de la santé, dangereux sur le plan du traitement de l'être humain, et qui, à l'époque, avait décidé de faire la guerre au thé chinois. Pourquoi le thé chinois? Parce que le thé chinois, c'est une culture. Quand on prend le thé chinois, on prend son temps. Quand on boit Coca-Cola, il faut aller vite. Donc c'était une certaine conception du monde contre une autre. Et donc là aussi, ce qu'il faut se rendre compte, parce qu'il ne faut pas non plus...
autant il faut être très conscient de ce qu'est devenu le capitalisme chinois. Le capitalisme chinois est un capitalisme de surveillance. Vous descendez dans la rue, vous êtes pris en photo et vous êtes identifié par votre visage. C'est-à-dire que ce que l'on a maintenant dans les téléphones et qui est l'identification par le visage, aujourd'hui c'est une réalité de tout le quotidien. Et tout ce qui est fait par rapport à la citoyenneté, quand est-ce que vous êtes considéré comme un bon citoyen, ce que vous devez répéter pour l'être, comment on vous surveille, tout ça c'est une réalité qui nous guette. Il faut aussi se rendre compte de ça. Aujourd'hui, vous marchez dans les rues de Londres et vous êtes en moyenne photographié 300 fois. 300 fois. C'est-à-dire, vous marchez comme un être libre et vous êtes suivi par la caméra qui peut vous ficher jusqu'à 300 fois. Et on vous dit, c'est pourquoi ça? C'est pour votre sécurité. Ce qui est en train de se passer, il y a eu le terrorisme. Et puis ensuite, maintenant, il y a la pandémie. Donc, il y a une sécurité par rapport au terrorisme, mais il y a une sécurité par rapport à la maladie. Et tous les instruments qui sont en train de s'installer chez nous sont des choses qui ont été expérimentées en Chine et puis qui sont même produits par la Chine et qu'on reprend aujourd'hui telles quelles. Donc, il faut que nous, de ce point de vue-là, on se rende compte qu'il y a des vrais enjeux sur lesquels on doit être clair. Est-ce que maintenant, ça veut dire qu'il faille réduire la Chine à ça? Non. La Chine, c'est une grande civilisation, c'est une extraordinaire culture. Et il faudrait bien que de ce point de vue, nous, en Occident, nous fassions un effort pour appréhender cet univers-là, ce que, par exemple, est le confucianisme, qui est une très très grande spiritualité. Et puis de se dire, mais il y a des ressources très fortes. La Chine, ça n'est pas un peuple de soumis au désir du marché. Il y a de vraies intelligences, il y a de vraies résistances. Et qu'il faudrait qu'on rentre en communication, c'est ce qu'on ne fait pas assez. Pour nous, c'est un monde un tout petit peu obscur, on n'y comprend pas grand-chose, on ne connaît pas la langue, c'est un autre univers culturel. Or, il y a des ressources de résistance, et c'est ça que nous devons réussir à faire. Si nous avons un vrai mouvement de résistance, c'est de savoir qu'en fait, nous sommes dans un vrai danger. Je veux dire, les États-Unis sont endettés, les bons du Trésor qui sont dus à la Chine, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on a un basculement. Est-ce que nous nous sommes rendus compte de ce basculement aujourd'hui du centre de gravité économique du monde vers l'Est? C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et comme nous sommes un tout petit peu eurocentrés, occidentalo-centrés, les consciences de tous, et en particulier les consciences musulmanes, il y a encore des femmes et des hommes qui sont des citoyens de confession musulmane qui ne conçoivent la réalité du monde que par l'Europe ou les États-Unis. Mais c'est fini ça, c'est fini. Et qui voient et qui répètent ce qui est dit sur la Chine sans avoir pris le temps de comprendre, mais quelles sont les zones d'équilibre en Asie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça, c'est un travail que nous avons à faire et nous sommes loin de le faire. Mais alors que nous ne faisons pas ce travail, la Chine, sur le plan de ses intérêts économiques, géostratégiques, militaires aussi, militaires, la production militaire chinoise a augmenté, c'est ça. C'est peut-être là qu'elle va prendre le dessus. Dans très très peu de temps, la Chine sera la première puissance militaire, si elle ne l'est pas déjà, sans qu'on nous le dise. Je vous remercie Tariq Ramadan d'avoir répondu à mes questions et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour évoquer, si vous le voulez bien, la crise migratoire en Europe. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous nous retrouvons pour la poursuite de notre réflexion autour de la spiritualité, puis cette notion centrale que nous avions abordée dès notre premier rendez-vous mensuel sur la notion de l'éveil. Et donc nous allons poursuivre, nous avons parlé de la conscience, nous avons parlé en même temps de le rapport du corps et des mots de l'âme. Et la notion sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui est la notion de soi et de l'ego, et faire une différence entre les deux. C'est une notion centrale. D'abord pour toute spiritualité, si vous lisez tous les ouvrages qui parlent de la spiritualité, que vous reveniez au confucianisme, au bouddhisme, à l'hindouisme, puis ensuite dans les monothéismes, la tradition juive, chrétienne et musulmane, vous apercevez que cette notion, elle est centrale. Être soi et prendre conscience des risques et parfois des difficultés qu'il y a à gérer l'ego et savoir la différence entre les deux. Première des choses qui apparaît dans la tradition, ou dans les traditions spirituelles, c'est la notion de l'individuation, c'est-à-dire la notion de l'individu, la notion de la responsabilité personnelle. Toute spiritualité parle
à la personne directement, c'est-à-dire elle me parle à moi, elle parle à ma conscience, elle parle à mon cœur, elle appelle mon éveil et elle m'appelle à me transformer. Et donc la première des choses, c'est ce que nous avons, c'est que pour qu'il y ait spiritualité, pour qu'il y ait cheminement, il faut qu'il y ait individu, il faut, comme nous l'avions dit, qu'il y ait conscience de soi. Et donc la conscience de soi ici, elle a quelque chose de tout à fait particulier et vous allez voir le passage très sensible de la conscience de soi qui forme le soi est une conscience de soi qui produit l'ego. Il y a de ce point de vue une différence fondamentale. La conscience de soi qui revient à nous-mêmes et qui va nous approfondir la connaissance que nous avons de nous-mêmes, elle est fondée d'abord sur la conscience de nos responsabilités. Et si vous revenez au mot arabe de la notion de religion, une des notions arabes, c'est din. Et din, dans din, il y a dain, c'est-à-dire la notion de dette. Et qu'est-ce que dit la notion de dette? C'est que j'ai une responsabilité. Le problème que nous avons dans beaucoup de nos sociétés modernes, c'est le culte du droit, c'est-à-dire mes droits avant toute chose. C'est-à-dire qu'on ajoute au soi le je qui a des droits, et donc on tombe dans une prison de cet ego. C'est une prison de ces droits que j'ai. La tradition spirituelle commence exactement à l'opposé. Elle ne dit pas le soi qui est je, qui a des pouvoirs, elle dit le soi qui est la conscience de soi, qui a des devoirs. Et le premier devoir de soi vis-à-vis de soi, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire de revenir à l'intérieur et de chercher à se connaître, de rentrer dans ce rapport qu'il y a avec la connaissance que j'ai de mon être. Je suis appelé en conscience à prendre conscience de ce que mon être est et de ce qui le nourrit. Et ce que mon être est et qui le nourrit, c'est dans ce devoir de la connaissance de soi, c'est pour nourrir deux attitudes. Pour toutes les qualités qui me font, parce qu'il faut commencer par là. Ce que vous trouvez dans la tradition bouddhiste et que vous allez trouver dans la tradition musulmane, c'est ce regard bienveillant que l'on a par rapport à soi. Qu'est-ce que je vois d'abord en moi? Ce que je dois chercher à observer, et ça c'est une façon d'être avec son être, c'est toutes les qualités qui me caractérisent. La première qualité que je prends pour acquis quand je reviens à moi, c'est une qualité qui est donnée avec la vie, c'est le fait d'être en vie. C'est une qualité, la vie. C'est un don. Et avec ce don de la vie, savoir dire merci. Merci pour la gratitude, c'est-à-dire la gratitude déjà d'être conscient de soi, déjà d'avoir la possibilité de le vivre. Et puis ensuite, on a la qualité qui est la qualité de savoir sourire, la qualité de pouvoir entendre, la qualité de pouvoir voir, la qualité de pouvoir sentir. Et pour chacune de ces qualités qui sont toutes nourries par la qualité première d'être en vie, savoir dire merci. Le sentiment d'abord de la gratitude. La gratitude, c'est un devoir noble, c'est un devoir qui vient du cœur et qui se nourrit par la conscience. Savoir dire merci pour ce que je suis, quand plus tard je devrais dire merci pour ce que j'ai. D'abord, c'est cette attitude-là, c'est-à-dire le soi qui se nourrit par un sentiment de gratitude. Mais le soi, dans ce sentiment de gratitude, il ne s'arrête pas là. Il sait aussi regarder avec lucidité les manques, les défaillances et les défauts. C'est-à-dire, je suis, mais je ne suis pas parfait. Je manque de générosité. Je peux être parfois égoïste ou égocentré, je peux parfois penser surtout à moi, je peux parfois avoir des faiblesses, je peux avoir des vulnérabilités. Et pour tout ceci, quand dans la première attitude je dis merci avec amour, la deuxième des attitudes dans la conscience de soi, je m'engage à réformer mon être. Je ne suis pas passif par rapport aux défauts, je célèbre la qualité et je m'engage à réformer le défaut. Pourquoi? Parce que j'ai une dette. Parce que cette dette, c'est la dette de la responsabilité. Je suis ce que je suis, mais ma dette est de devenir meilleur. La reconnaissance de ma dette est de devenir meilleur. Et dans ce moment-là où la conscience prend conscience de soi, nous entrons dans la profondeur du soi. La profondeur du soi qui connaît sa dette, qui connaît ses responsabilités. C'est par la connaissance de la responsabilité que le soi reste profond, que le soi reste plein de gratitude, que le soi sait dire merci
que le soi, c'est dire sa responsabilité et son engagement pour devenir quelqu'un de meilleur. Ça, c'est la conscience de soi, c'est le soi, c'est ce dont parlent toutes les spiritualités. Sois toi-même, sois cet être qui sait remercier, sois cet être qui sait célébrer. Et pourquoi il faut commencer par cela ? Il faut commencer par cela parce que c'est à partir de cet élément de la reconnaissance de la dette qu'on doit développer l'idée que nous sommes quelqu'un et que nous sommes quelqu'un et que personne d'autre n'est nous-mêmes. C'est-à-dire savoir que Dieu ou que le fait que je sois en vie et que personne d'autre n'ait mon nom, personne d'autre n'ait mon identité, me donne ma valeur d'être. Je suis un être de valeur, non pas par l'ego que je célèbre, mais par la responsabilité que je porte, par l'utilité d'être, parce que Dieu, le divin, l'unique, a voulu que je sois. Et donc, à partir de cette notion de la responsabilité, vous formez un soi qui entre dans le monde, conscient de sa valeur, parce que conscient de la responsabilité à célébrer ce qu'il est et à réformer ce qui lui manque. Ça, c'est la première des attitudes dans laquelle on rentre dans la vie, dans laquelle on s'engage. Et à un moment donné, pour maintenir cet équilibre, il faut se méfier de ce moment où le soi qui sait ses responsabilités se transforme en égo qui revendique ses pouvoirs et ses droits. Parce que, certes, oui, j'ai des droits à la mesure de mes responsabilités, mais je n'ai pas de droits sans responsabilité. Je n'ai pas de droit sans reconnaissance de ma dette. Je commence par le devoir, je commence par la responsabilité et je sais maîtriser mon ego si je commence par le devoir et que je ne tombe pas dans la célébration uniquement de mes droits et de mon pouvoir. Quand est-ce que le soi se transforme en ego? Quand tout à coup, il oublie la dette, il oublie la gratitude, il oublie les défauts et il ne voit que lui au centre de sa conscience. Il devient un égo et il pense que son rapport aux autres va déterminer son pouvoir. C'est en fait l'expression du shaitan, de Iblis dans la tradition coranique, mais que vous trouvez encore une fois partout. Quand est-ce que le soi devient un égo qui se célèbre? C'est quand Iblis dit et interpelle Dieu, Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. C'est un rapport où le je devient le centre de la conscience. Non pas d'une conscience qui se sait en dette, mais d'une conscience qui se sait être et qui se mesure dans sa relation aux autres, dans un rapport de pouvoir, dans un rapport de domination même. Et c'est exactement la même chose que ce que vous avez avec Pharaon. Pharaon est dans le Coran le symbole de l'homme qui est passé du soi à l'ego et qui dit Ana rabbukumul a'la. Regardez la centralité du jeu dans les deux propositions. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Je suis votre Dieu le plus élevé. C'est ce que dit Pharaon à tous les hommes. Tout à coup, le je n'est plus la conscience que j'ai de moi dans la profondeur, c'est la singularité que j'ai, moi, par rapport à tous les êtres. Je suis devenu le centre. Et l'ego, de ce point de vue-là, ne sait plus ses devoirs, ne pense qu'à son pouvoir et à ses droits. Et il devient, contrairement à ce que l'on pense, non pas un élément de la libération, mais un élément de l'emprisonnement. Raison pour laquelle vous avez ceci dans la tradition musulmane, le premier défaut du tawhid, il n'est de Dieu que Dieu, le premier défaut, c'est l'apparition de cet ego, qui est Shirk al-Khafi, c'est-à-dire l'association à Dieu la plus subtile. C'est quand je prends la place de lui, de l'être suprême. Quand ma dette envers lui ne devient qu'une hypertrophie, qu'une conscience de ce que je suis vis-à-vis des autres. Quand je ne sais plus ma dépendance vis-à-vis de lui, mais quand je veux ma domination vis-à-vis des autres. Et là, j'ai scellé ma propre prison. Je me suis enfermé dans la propre prison. Et comment ceci va se passer? Eh bien, dans tout ce que l'on fait. Tout à coup, on le fait
pour soi, dans un rapport de pouvoir aux autres, pour l'argent, parce que c'est pour soi, pour le travail, parce que c'est pour soi. On devient finalement le moteur de ce qui est l'engagement. On ne le fait plus dans la gratitude de la dette, mais on le fait dans le gain, dans l'intérêt, dans la mise en scène de soi. On le fait dans riya, c'est-à-dire l'ostentation. On veut être vu dans ce que l'on fait. Et tout à coup, l'intention qui aurait dû être pour lui ou pour soi dans l'approfondissement de la connaissance devient vis-à-vis des autres dans l'apparence, dans l'avoir, dans le pouvoir, dans la relation de domination. Et ce qui devait être le travail intérieur pour se libérer devient la prison superficielle dans laquelle on s'enferme. L'ego est la première des prisons et le soi est l'appel à la libération. C'est ce travail-là. Comment fait-on finalement ? Nous sommes tous, en fait, finalement, entre ces deux dimensions. Cet appel du soi pour reconnaître nos devoirs et nous libérer, et puis cet appel de l'ego pour revendiquer notre pouvoir, notre domination. Eh bien, les traditions, toutes les traditions spirituelles et l'islam au premier chef, eh bien, nous appellent « Comment faites-vous pour préserver la profondeur du premier et éviter et vous protéger de la superficialité du second ?» La superficialité dangereuse parce qu'elle vous enferme, superficialité dangereuse parce que vous vous enfermez dans l'ego, parce que vous devenez un je qui pense à son apparence, à son argent, à son pouvoir, à ses droits et qui oublie tout ce qui est la gratitude de ceux qui se savent en dette et en responsabilité et ceux qui sont obsédés par leurs droits et leur pouvoir. Comment fait-on ? Eh bien, 3 choses essentielles qui sont, de ce point de vue-là, les éléments que nous retrouvons dans toutes les spiritualités et que le Coran, par exemple, et les révélations nous rappellent. La première des choses, elle est quand vous voyez le monde et quand vous avez tout à coup l'illusion d'optique, d'être au centre du monde et que votre je, c'est le centre du monde, regardez le monde et le monde vous rend petit. Rabbus samawati wal ard, le Dieu des univers et le Dieu des mondes et le Dieu de ce qui est visible et de ce qui est caché. Le Dieu de tout vous rappelle, vous êtes bien peu de choses. Tu n'es rien en fait. C'est ce que disait Pascal, le silence infini de ces espaces éternels m'effraie. C'est inimaginable. Il disait même, entre 2 infinis, qui suis-je ? C'est-à-dire l'infiniment grand et l'infiniment petit. Eh bien, Dieu, dans sa création, vous rappelle, regarde le monde et tu sauras que tu es peu de choses. Tu sais pourquoi ? Parce que ce qui passe, c'est toi, mais le temps ne passe pas. Ce qui va partir et ce qui va disparaître, c'est toi, mais le monde sera là, avec ou sans toi, et tu n'es pas nécessaire à l'équilibre du monde. Et ce regard sur le monde, ce regard spiritualisé qui regarde dans la conscience de soi et qui sait dire merci au Dieu de m'avoir donné et ce soleil, et ce ciel, et cet air, et cette terre sur laquelle je suis, me ramène à mon infinie inutilité fondamentale, essentielle. Le monde ira sans moi. Et même mes enfants iront sans moi. Et même la vie passera. Et donc ce regard sur le monde, cette conscience de la création, nous ramène à reconsidérer l'ego et revenir au soi. En fait, tu n'es rien dans l'infini du monde. Mais si tu es toi, dans la conscience de toi et de la dette, dans la profondeur, tu t'apercevras qu'il y a un monde infini en toi qui répond au monde infini autour de toi. Tu es profond dans l'annihilation du soi dans ce monde et cette connaissance de toi-même, autant que le monde te parle. Le monde te parle de ce rapport que tu dois avoir à toi. Et ça nous amène à la deuxième des choses. Qu'est-ce qui va nous amener à reconnaître cette humilité dont je vous parle? Parce que finalement, quelle est la différence entre le soi qui reconnaît sa dette et l'ego? C'est que l'un est arrogant et que l'autre est humble. L'humilité fondamentale. Comment on devient humble? Quand, à partir de la vision que l'on a du monde, on revient à soi. Deuxième des dimensions que vous trouvez également dans toutes les traditions et qui est la première parole du Coran. Iqra, lis. Qu'est-ce que c'est lis? Lis, c'est la connaissance. Comme tu es entré dans l'infini de l'espace, entre maintenant dans l'infini de la connaissance et tu sauras très vite que tu sais rien du tout.
C'est pour ça que tout le temps, chaque fois que tu finis une phrase, chaque fois que tu donnes un jugement, ajoute toujours, si tu ne le fais pas de vive voix, fais-le à voix, par ta voix intérieure. Allahu A'lam. Dieu est le plus savant, parce que toi, tu ne sais pas. Et cette dimension de la connaissance, elle renvoie à l'humilité. Qui commence à savoir sait qu'il ne sait rien. Il n'y a que les arrogants qui pensent qu'ils savent. Et donc, quand l'appel de la spiritualité te dit « tu ne viendras à Dieu qu'en venant à la connaissance », c'est pour te dire quoi? Viens à la connaissance et tu sauras qu'il sait plus que toi, et tu sauras que tu ne sais pas, et tu diras, comme tout le monde l'a dit, avec Dieu ou sans Dieu, comme Socrate, qui disait « je sais que je ne sais rien », comme Shafi'i qui dit « je suis entré dans l'univers de la connaissance et je n'avais qu'une goutte et devant moi était l'océan ». Le soi, quand il porte la connaissance, quand il vient à la connaissance, après avoir regardé le monde en se disant ben, « je suis bien un peu de choses », est obligé d'ajouter « et je sais bien peu de choses ». Je suis bien peu de choses et je sais bien peu de choses. Quand vous entrez dans cet univers-là, eh bien, votre ego, il finit de ce point de vue-là par s'effriter, par diminuer les aspérités de ses propres revendications. Mais ce n'est pas fini. Vous êtes dans la vision, vous êtes dans la connaissance, dans un travail que vous faites pour connaître, mais il y a une troisième chose à laquelle vous appellent toutes les spiritualités, toutes sans exception, et l'islam au premier chef, et tout de suite au début de la révélation. Si tu veux travailler ton ego, intéresse-toi à ceux que la vie, ou que la circonstance, ou que la situation sociale les a privés d'ego. Les pauvres, les déshérités, ceux qui vivent dans la misère. Si tu veux te rappeler de la dette que tu as pour ce que tu es, eh bien, observe dans la société ceux qui, parce qu'ils n'ont rien, sont considérés comme des êtres qui sont moins des êtres humains que tu ne l'es. Le service, servir autour de soi. Et vous le voyez, vous perdez votre dignité si vous ne donnez pas votre dignité aux pauvres. Comment est-ce que l'on sait qu'un être est avec Dieu? Mais regardez-le avec ceux qui n'ont pas d'être social, avec ceux qui sont des misérables, avec ceux qui sont pauvres, avec ceux qui sont délaissés. Quand vous rentrez dans la mosquée du prophète, alayhi salam, pour prier l'unique, à la porte, il y a tous ceux que la société a rejetés. Il y a tous les pauvres. Pour vous rappeler, toi qui viens chercher la richesse du cœur, tu ne sauras la richesse du cœur qui est soi que si tu sais, avec ton ego, servir ceux qui n'en ont plus, qui n'en ont pas, à laquelle la société a volé même la conscience qu'il pouvait avoir de soi-même. Et donc ici, vous apercevez que ce service, le service, cette action pour les pauvres, cette action pour tous ceux qui sont dans la société, les oubliés, pour tous ceux qui ne sont rien, eh bien, c'est une formidable façon d'éduquer son ego à se souvenir de sa dette, à revenir à soi. Parce que quand on voit un pauvre, on est obligé de revenir à soi-même. On est obligé de revenir à ce que l'on est, à ce que l'on a, et ce qui est le sens de la gratitude. Qui sait dire et regarder un pauvre, c'est vraiment le sens du merci. Merci à Dieu. Remercier Dieu de ce que l'on a, de ce que l'on est, vient aussi du fait de regarder ceux qui vivent dans une situation qui est bien pire que la nôtre. Raison pour laquelle le prophète salam disait toujours, donc quelle que soit l'épreuve que vous vivez, regardez toujours ceux qui ont une épreuve plus grave que la vôtre, parce qu'elle vous rappelle qu'au lieu de vous plaindre de ce que vous vivez, remerciez de ce que vous auriez pu vivre. Et toute la différence est là. Toute la différence est là parce que c'est ceci qui est le vrai travail sur soi à l'intérieur et qui vous fait vous rappeler que vous devez travailler ce soi pour éviter qu'il ne devienne un égo. Et donc, vous voyez bien ici, le premier élément, observer le monde. Le deuxième élément, s'engager dans la connaissance. Et le troisième élément, c'est servir les hommes. Tout ce que je viens de dire là, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est le chemin de qui porte la foi, le chemin de qui a une spiritualité, le chemin qui est le seul qui puisse nous permettre de préserver la conscience d'être un homme
et en même temps d'éviter le piège de n'être qu'un je, de n'être qu'un ego. Mais vous voyez bien, et je terminerai là-dessus, que pour faire ce travail-là, il faut avoir pas mal de courage. Le courage d'être soi et de se libérer du jugement des autres. Le courage de revenir à soi et de prendre du temps pour s'étudier soi-même, étudier le monde, l'observer, faire un vrai travail de connaissance. Avoir le courage de prendre de son temps pour servir les êtres humains, quel que soit le discours autour de nous. Le courage de cette spiritualité-là, c'est que être soi aujourd'hui, c'est avoir le courage de briser la prison de l'ego, la prison des apparences, la prison des jugements de tous les êtres humains. C'est ce à quoi nous appelle le divin. C'est ce à quoi nous appellent toutes les spiritualités. Revenez. Revenez à ce monde intérieur qui vous fera être vous-même debout. Debout. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte d'une chose. Les sages, les plus grands sages de l'histoire sont dans le soi. Les plus grands lâches sont dans l'ego. Même si parfois vous ne voyez pas leur lâcheté, parce qu'ils ont le pouvoir qui cache leur lâcheté. Mais derrière le pouvoir des lâches reste la lâcheté. L'ego, l'égoïste, est souvent celui qui n'a pas le courage de la connaissance de soi. Parce que dans la connaissance de soi, on finit par se libérer véritablement de tout ce que peuvent être les attentes de nos sociétés. Le chemin spirituel passe par ici. C'est donc ceci qui est le plus important, et il n'est pas simplement important de savoir la différence entre soi et l'ego, il faut connaître pratiquement ce qui peut nous protéger, ce qui peut nous permettre, de ce point de vue, de nous dépasser. Et c'est vraiment ceci, c'est vraiment une vision du monde, un rapport à la connaissance et un rapport aux pauvres et aux déshérités. Ce sont les trois clés de toutes les spiritualités, les trois clés qui nous disent « sois ». Mais ne t'enferme pas dans le jeu. Voilà, je vous retrouverai pour une prochaine réflexion sur la poursuite de ce cheminement spirituel le mois prochain. Que la paix soit sur vous et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.